à tous. Je vous souhaite la bienvenue au nom du projet RES DHC que je vais vous présenter en 2 mots juste pour démarrer ce webinaire. Et puis ensuite, on va juste introduire le programme et puis je passerai la parole au premier intervenant. Pour votre information, donc ce webinaire est enregistré, il sera disponible en ligne ensuite. Et puis vous recevrez aussi les slides des intervenants, des différentes interventions. Vous pouvez participer, vous, de votre côté, en posant vos questions dans le chat au fur et à mesure. Et puis, à la fin de chaque présentation, on prendra du temps pour répondre aux questions. Voilà, donc n'hésitez pas surtout à poser vos questions dans le chat. Même si vous avez un problème technique d'ailleurs aussi. Alors... Du coup, le projet européen RES-DHC, c'est pour Renewable Energies in District Heating and Cooling. Et puis, ça rassemble 6 régions pilotes, donc la Suisse, une région d'Autriche, le Baden-Württemberg en Allemagne, le Auvergne-Rhône-Alpes en France, une région de Pologne et une région d'Italie. Et il y a le Danemark qui participe en tant que pays expérimenté pour diffusion des connaissances, comme ce sera le cas aujourd'hui avec l'intervention de Plan Energy. Et Euroheat and Power, qui est l'association du chauffage à distance européenne, qui participe surtout pour la diffusion des résultats à l'échelle européenne. En Suisse, les partenaires sont Planer, le bureau d'ingénieurs dans lequel je travaille, et Verenum, qui s'occupe en particulier du QM chauffage à distance, qui a publié aussi le guide de planification que vous connaissez peut-être. La thématique principale, ce sont les énergies renouvelables pour le chauffage à distance en milieu urbain principalement. Et c'est un projet de développement de marché, c'est-à-dire qu'on ne recherche pas des nouvelles solutions, mais on vise à vraiment diffuser les solutions existantes et puis peut-être développer des méthodologies pour leur mise en place et des conditions cadres qui soient plus favorables. Donc on s'intéresse vraiment à quelles sont les barrières et qu'est-ce qu'on peut faire comme action non technique pour favoriser le développement de marché de ces solutions. En particulier, on va probablement réaliser des études de faisabilité. Donc, si ça vous intéresse d'être un cas pilote, on va dire, vous pouvez aussi revenir vers nous et on organise du transfert de connaissances, notamment via des webinaires et puis des différentes activités de présentation et puis d'événements. Donc, je vais juste revenir dessus dans la slide suivante. Le projet dure jusqu'en 2023, donc là on est dans la phase un peu à la fin de la phase de démarrage, je dirais, où on a vraiment identifié quelles sont les barrières au développement de marché, puis on essaye de mettre en place les mesures pour aller d'avant. Et les mesures, donc désélectionner les mesures qu'on va mettre en place dans les 2 prochaines années du projet. Donc il y a déjà un premier rapport qui a été publié sur cette question des conditions cadres, quelles sont les barrières et quels sont les leviers, qui est déjà disponible en allemand, qui sera disponible très prochainement en français sur le site. Je vous ai mis les 2 liens vers le site suisse qui est un peu en cours de développement, qui est hébergé par l'ASCAD, l'association du chauffage à distance, et le site européen où vous pourrez retrouver tous les résultats du projet au niveau européen. Donc on va organiser plusieurs de ces webinaires sur les thématiques que j'ai listées ici à peu près, et un workshop aussi sur la thématique de la planification énergétique dans les communes. On a prévu une visite de site de l'installation solaire sur le chauffage à distance de Genève, dont on va aussi entendre parler aujourd'hui. Et un webinaire sur la réduction des températures de retour qui aura lieu a priori le 1er septembre. C'est encore en cours de confirmation, pour ça que le programme n'est pas
encore publié, mais c'est vrai que c'est un élément, un enjeu majeur de l'intégration des énergies renouvelables dans les réseaux thermiques, de réduire les températures de retour. Aussi, on s'intéressera aussi au financement des réseaux thermiques et puis, comme je disais, on va à plusieurs études de cas et on développera des méthodologies pour aller vers un 100% renouvelable dans les réseaux de chauffage à distance urbains. Si vous avez d'autres idées, d'autres barrières qui vous bloquent, vous, dans le développement ou dans la mise en œuvre d'un chauffage à distance plus neutre en CO2, on va dire, il ne faudra pas hésiter à nous contacter. Et puis j'en arrive rapidement au programme qui nous occupe aujourd'hui. Donc il y a plusieurs énergies renouvelables. Ah, j'espère que ça marche toujours, c'est un petit bruit bizarre. Donc on a besoin de flexibiliser nos réseaux et ça, on peut faire à travers l'intégration de stockage. Donc on aura l'exemple ici du Danemark avec Plan Énergie. Puis ensuite, trois sources de chaleur qui peuvent aussi très bien se combiner entre elles, par exemple solaire thermique et bois ou solaire thermique et géothermie, qui seront présentées par la suite. Voilà. Alors, bon, je ne pense pas qu'il y ait encore d'autres questions à ce stade, j'en vois pas. Donc, j'ai invité déjà Geoffroy Gauthier de Plan Énergie à nous partager sa présentation. Voilà, bonjour à tous. Merci de cette invitation pour que je puisse vous partager un peu l'expérience du Danemark en ce qui concerne l'intégration des énergies renouvelables au réseau de chaleur urbain. Vous m'entendez bien? C'est bon? Oui. Parfait. Et donc, je vais d'abord commencer par présenter notre entreprise. Donc, on a 3 bureaux. On a un petit cabinet d'ingénieurs de conseil en énergie renouvelable, avec trois bureaux répartis dans le Danemark. Et moi, je suis situé dans le bureau de Copenhague. On a une quarantaine d'employés et ça fait plus de 35 ans qu'on travaille essentiellement dans la chaleur renouvelable, mais aussi dans d'autres types d'énergie renouvelable un peu plus classiques, je dirais, comme le solaire photovoltaïque et l'éolien. Mais dans le domaine de la chaleur renouvelable, on travaille beaucoup sur des réseaux de chaleur urbains, sur de la chaleur solaire avec du stockage, saisonnier ou journalier, des pompes à chaleur, des systèmes d'énergie, de la planification de systèmes d'énergie. Donc on aide des communes à planifier leur réduction de leur empreinte carbone. Et on travaille également sur des projets d'usines de biomasse et de biogaz. Et toutes les photos que vous voyez sur cette slide sont des projets auxquels nous avons participé. Alors, voilà. Donc, comme je le disais, on fait du conseil en énergie renouvelable et on accompagne les porteurs de projets, que ce soit des communes ou des entreprises, de la faisabilité à l'implémentation des projets. Donc, on a une partie bureau d'études, mais on fait aussi du conseil technico-économique, des dossiers d'appel d'offres, du conseil légal, des études d'impact environnemental et on va jusqu'au suivi des installations après installation. Et moi, je suis rattaché à la partie bureau d'études et modélisation, mais je vais vous présenter un peu tous les aspects de notre entreprise en ce qui concerne le solaire thermique et le stockage. Alors, pour commencer cette présentation à proprement parler, une petite situation et une présentation des installations solaires thermiques typiques du Danemark. En termes de surface, on est entre 5 000 et 20 000 mètres carrés de collecteurs solaires thermiques.
Le rendement annuel, il est entre 410 et 460 kWh par mètre carré par an. L'investissement, on est dans une fourchette entre 1,3 et 4 millions d'euros. Les prêts sont typiquement de l'ordre de 20 à 25 ans. Et c'est systématiquement couplé à un réseau de chaleur urbain. On a peu d'exemples de couplage avec des réseaux de chaleur industrielle. Donc ça constitue l'essentiel du marché au Danemark. Et la couverture sur ces réseaux est de l'ordre de 20%, en sachant que c'est des petits réseaux de chaleur pour à peu près 4000 habitants. Et donc, on cherche à avoir une proximité du réseau. Et en termes de stockage, pour avoir un ordre de grandeur, on est environ à 0,2 m3 par mètre carré de panneaux. Alors, je vous donne un premier exemple de solaire thermique avec cette installation à Olum, qui est au centre du Danemark. On a 16 000 m² de panneaux installés, 3 600 m3 de stockage journalier, et ça permet de couvrir 21% des besoins du réseau de chaleur local, avec comme source complémentaire de la cogénération gaz, une chaudière à gaz et une chaudière électrique. Donc, voici une vue aérienne du projet. Donc, on voit ici en bas à droite les 16 000 m², une partie des 16 000 m² de panneaux qui sont installés sur le champ. Et comme on peut le voir, ils sont très proches de la cuve de stockage ici. En fait, les bâtiments techniques que vous voyez ici, c'est ce qui permet de faire le couplage au réseau de chaleur urbain. Donc, quelques données économiques sur ce projet pour un peu illustrer ce que je présentais en début de présentation. Sur ce projet, on est sur un investissement de 3,8 millions d'euros et une production annuelle de 7700 MWh. Et ça représente un coût de chaleur de 34 € par mégawattheure en ayant comme hypothèse un prêt sur 20 ans avec 3% d'intérêt et 1 € par mégawattheure de maintenance. Et si on regarde un peu l'ensemble des coûts, comment ils sont distribués, on voit que le stockage, c'est environ 11% des coûts. Les lignes de transmission sont de l'ordre de 10%, tandis que la plupart des coûts, 65%, sont le champ solaire à proprement parler, dont le coût des terrains. Alors, ça, c'était justement les réseaux de chaleur typiques, le chauffage solaire typique thermique au Danemark, qui peut approvisionner jusqu'à 20% relativement facilement, je dirais, dans le réseau de chaleur. Mais comme la thématique aujourd'hui, c'est de voir comment est-ce qu'on peut aller vers jusqu'à 100% d'énergie renouvelable, je vais vous présenter quelles sont nos solutions pour augmenter cette couverture solaire. Et ce sera vraiment concentré sur le solaire dans un premier temps, et ensuite je vais un peu étendre l'application du stockage à des thématiques un peu plus générales. Et pour commencer, juste peut-être une introduction sur quels sont les différents types de stockage thermique qu'on peut avoir à disposition. On a des stockages dans des cuves qui peuvent être en extérieur ou enterrés. Là, c'est un exemple de cuve sous terre. On peut avoir des stockages dans des bassins. Donc, c'est simplement des trous qui sont creusés et qui sont isolés. C'est ce qu'on appelle des PTS, Pit Thermal Energy Storage. Ensuite, on a des puits de forage. Donc, ça, c'est une forme de stockage géothermique. Donc, on stocke la chaleur dans le sol avec des puits de forage. Et la dernière forme de stockage qui existe, c'est les stockages dans des aquifères. Donc, ça s'appelle des ATES. Et là, on vient stocker la chaleur dans un puits aquifère chaud. Et on vient déverser la partie froide dans un autre puits. Et la présentation que je vais continuer se concentre sur les BTS et les PTS, car c'est les deux exemples qui ont été implémentés au Danemark en ce qui concerne le stockage saisonnier.
Donc l'idée, avant de vous présenter même l'idée, je vais d'abord vous présenter un peu comment sont construites ces différentes installations. Donc pour le PITES, c'est relativement simple, je dirais. Dans un premier temps, on vient creuser un trou dans un lieu donné. Ensuite, on vient étanchéifier ce trou avec une bâche. Une fois que c'est étanchéifié, on peut remplir le bassin d'eau et pour terminer, il faut isoler la surface parce que c'est à la surface qu'on va avoir la plus haute température et qu'il va y avoir le plus d'échanges thermiques avec l'extérieur. Et donc, on met une couverture flottante isolante à la surface de ce bassin. Pour les vitesses, là, c'est un petit peu plus coûteux en investissement parce qu'il faut creuser de nombreux puits de forage. Ensuite, il faut relier tous ces puits avec un puits central pour pouvoir gérer toute l'hydraulique et tous les échangeurs thermiques qui sont installés dans les puits de forage. Et enfin, pareil que pour le PITES, il faut isoler à la surface. Et donc là, par exemple, c'est l'installation qu'on a à Brastrop, que je vais présenter après, où on a étendu des coques. Donc c'est un fruit de mer qu'on a concassé et qui permet d'isoler la surface. Et l'idée d'installer un stockage saisonnier, c'est qu'on a beaucoup de chaleur l'été. Et si on veut pouvoir utiliser au maximum cette chaleur, on peut pas forcément, enfin, on ne peut pas la combiner au mieux avec le besoin parce que le besoin de chaleur est plus faible en été. Et donc l'idée, c'est de se dire, est-ce qu'on ne pourrait pas stocker cette chaleur sur des grandes durées pour pouvoir augmenter la chaleur qu'on a à disposition grâce au stockage. Et donc, c'est ce qu'on a fait avec des PITES et des BITES au Danemark. Et je vous présente le premier exemple ici, qui a été implémenté dans le nord du Danemark en 2013, à Dronninglund, avec 37 500 m² de panneaux solaires thermiques, un PITES, donc un bassin de 60 000 m3, qui a une capacité de charge et de décharge de 27 MW, et qui est également couplé avec une pompe à chaleur par absorption de 2,1 MW de froid. Et grâce à cette installation, avec des systèmes de suivi, nous avons observé au cours des années qu'on arrivait à une couverture solaire de 41%, ce qui est une grosse augmentation par rapport aux 20% typiques que je présentais en début de présentation. Et les appoints ici sont une chaudière à huile pyrolytique et une turbine à gaz. Donc ça, c'est une vue aérienne du projet. Ça, c'est une vue en coupe du fameux bassin, en sachant que la terre qui a été excavée, on la réutilise pour rehausser les bords. Et donc, on maximise l'utilisation de la terre dans les travaux. Et puis, j'ai également présenté une vue en coupe de la couverture flottante et de son ancrage sur les bords du bassin, ici. Donc là, on peut voir qu'il y a 3 couches d'isolant à Dronninglund. Ensuite, l'autre exemple que nous avons, c'est Brastrop, qui a été construit à peu près en même temps, en 2012. Cette fois-ci couplé à 18 600 m² de panneaux solaires thermiques. Et ce BITES, donc ce stockage par puits de forage, il fait 19 000 m3 de terre et il est couplé avec des cuves de 7 500 m3. Là aussi, il y a une pompe à chaleur qui permet d'extraire la chaleur du BITES. Et puis, la couverture solaire, cette fois-ci, était seulement de 19%. Et la raison pour cela, c'est que c'était une installation pilote, donc elle était relativement petite. Et l'idée, c'était de tester la technologie et de prouver qu'on pouvait effectivement stocker la chaleur de l'été vers l'hiver. Ensuite, voilà une représentation, enfin une vue aérienne avec les champs de capteurs solaires, le BITES qu'on ne voit pas puisqu'il est sous terre, et puis les 2 cuves de stockage qui font un total de 7500 m3. Voilà, et puis là, c'est une vue en coupe de l'isolation à la surface du BITES
où on a les 2 couches de coque qui ont été également recouvertes de terre. C'est d'ailleurs pour ça que sur la photo, on voit que on ne voit pas justement le BITES. Alors, ces 2 exemples sont un peu les exemples phares qu'on a au Danemark, mais il en existe d'autres. Ici, j'en ai listé quelques-uns, sur une partie desquels on a travaillé. Et on a notamment travaillé sur ce premier exemple à Marstal, où il y a 75 000 m3 de stockage pour 33 000 m2 de capteurs, avec une pompe à chaleur électrique. Et cette installation est particulièrement intéressante parce qu'elle a 100% DNR, parce qu'elle est couplée avec une usine de biomasse de 4 MW thermiques et un cycle organique de Rankine de 750 kW électriques. Et en fait, grâce à cette biomasse, on arrive à avoir 100% de fraction ENR, dont 41% de solaire. Donc on est dans le même ordre de grandeur que Dronning Loon. Et puis on a d'autres exemples, on a Gram avec 60% de couverture solaire, on a Voyens qui est actuellement le PITES le plus grand au monde, avec 200 000 m3 d'eau, et puis d'autres exemples au Danemark et en Chine. Et je reviendrai sur cet exemple de Reuterstrup, où là c'est un PITES qui sert à faire du stockage journalier pour essayer d'équilibrer la demande et le besoin sur le réseau de chaleur de Copenhague. Donc ça, je présenterai ça après. Alors, je reviens sur des données économiques pour vous donner un meilleur aperçu des projets. Ici, c'est une courbe qui représente, donc ça c'est le coût total du projet, cette ligne rouge c'est une approximation. Et puis les coûts spécifiques, on voit que les coûts spécifiques, donc c'est l'investissement par mètre cube de stockage diminue relativement fortement entre 50 000 m3 et 200 000 m3. Et si on regarde où se trouve Dronning Loon dans cet exemple, on est en bas de cette courbe, mais on a un coût total estimé sur 20 ans de 14 millions d'euros et un coût de chaleur de 62 € par mégawattheure. Je vais revenir un peu plus en détail sur ces chiffres. En règle générale, pour vous donner les bons ordres de grandeur sur les coûts d'investissement de PITES, on est sur du 410 à 620 € par mégawattheure de capacité de stockage, avec des températures de 10 à 90 degrés. Pour un PITES, on est sur des coûts d'investissement un peu plus élevés, de 600 à 650 € par mégawattheure de capacité, et notamment parce que les capacités sont un peu plus limitées par des températures qui ne peuvent pas monter aussi haut 90 degrés, notamment parce que la Terre est un milieu qui met du temps à se chauffer, alors que l'eau peut être chauffée très rapidement. Et donc ça explique aussi pourquoi ce coût est un peu plus élevé. Et on voit que là où pour un PITES, il y a une grosse économie d'échelle, sur les exemples de BITES qu'on connaît, il n'y a pas une énorme économie d'échelle à faire plus de volume. Donc voilà. Et puis l'OPEX dans les 2 cas, c'est de l'ordre de 3 € par mégawattheure. Voilà, donc je reviens à Dronning Loon avec un peu plus de détails. Donc, je le disais tout à l'heure, 2,3 millions d'investissements, c'est environ 38 € par mètre cube. La production annuelle du système, c'est 16 000 mégawattheures. Et le coût de la chaleur, sans prendre en compte les subventions, il y en a 16%, c'est 62 € par mégawattheure, en sachant que les 2,3 millions, ce n'est que 14% du coût total de l'installation. Le bâtiment technique, les échangeurs de chaleur, la pompe à chaleur, etc. coûte une partie plus importante. Et puis le champ solaire a une part moins importante que sur un projet où on a que du solaire avec un stockage journalier. Voilà, et pour vous situer un peu ce que ça représente par rapport à d'autres
d'autres coûts de chaleur sur des réseaux de chaleur urbains au Danemark, on se situe dans une, on va dire, dans une limite acceptable, qui n'est concurrencée, enfin qui n'est pas en concurrence uniquement avec le charbon. Mais on peut voir, ça reste des prix qui sont acceptables. Voilà. Et pour terminer, je vais essayer d'aller un peu plus rapidement sur cette fin, mais je voulais mentionner le fait que le stockage thermique, ça peut être utilisé comme stockage journalier, comme je disais tout à l'heure, sur du solaire thermique. Ça peut être utilisé comme du stockage saisonnier aussi sur du solaire thermique, pour pouvoir stocker cette chaleur qu'on a en surplus l'été et pour pouvoir la réutiliser l'hiver. Mais on peut trouver un peu de la même façon que on voit le développement de smart grid électriques. On peut utiliser les stockages thermiques comme moyen de flexibilité dans un réseau de chaleur. Et donc ici, j'ai représenté un système où on a de la cogénération, éventuellement de la chaleur fatale, du solaire thermique, une pompe à chaleur. Et on peut utiliser ce stockage thermique pour stocker sur des périodes plus courtes. Et on a un exemple de ça qui vient d'être débuté au Danemark et qui s'appelle le PITES de Reuterstrup, donc débuté en 2020. Le volume, ce sera 70 000 m3. La capacité de charge et décharge, ce sera 30 MWh thermiques, ce qui est relativement important. Et puis, la capacité de stockage en elle-même, elle sera relativement plus faible que celle de Dronninglund, mais c'est essentiellement parce que la température sera toujours assez haute pour pouvoir alimenter et soutirer de la chaleur au réseau, qui, elle, est plutôt dans des températures hautes pour le gros réseau de distribution, donc entre 120 et 80 degrés. Et donc, c'est comme ça que ce PITES va être utilisé. Voilà. Et puis, pour continuer sur l'ouverture un petit peu de la thématique, juste une illustration pour montrer que au Danemark, le solaire thermique au début des années 2000 n'existait quasiment pas, et que au fil des années, les fameux systèmes de solaire thermique couplés au réseau de chaleur urbain se sont fortement étendus. Et on peut voir aujourd'hui en 2020 qu'il y en a à peu près partout au Danemark. Et pourquoi je vous mentionne ça? C'est parce que au Danemark, on a un ensoleillement qui est relativement faible. Et quand on regarde la Suisse sur cette carte, d'un point de vue purement potentiel d'ensoleillement, on voit que on a des fourchettes qui sont relativement plus élevées. Et la question qui viendra derrière, et je laisserai la place à des questions maintenant, c'est qu'est-ce qui permet d'atteindre le développement du solaire thermique à telle échelle. Et je finirai par ça. Au Danemark, ça se résume par 4 points essentiellement. Une volonté politique, et notamment la taxation des énergies fossiles. Un réseau de chaleur qui est approprié, donc qui est relativement basse température et puis qui est étendu, donc on retrouve un petit peu partout, y compris proche de petits villages. Des conditions économiques favorables, en sachant que la plupart des réseaux de chaleur urbains au Danemark sont possédés par des associations qui ne cherchent pas à faire du profit, mais qui cherchent simplement à rembourser leurs coûts. Donc c'est possédé par, en général, c'est possédé par le public à 80%. Et puis une communauté et une expérience et qui va engendrer en fait un savoir-faire. Et ça rejoint un peu la volonté politique. Et donc c'est grâce à ça qu'au Danemark, il y a eu autant de développement. Et ça, c'est une photo du PITES de Reuterstrup qui va servir de stockage journalier pour la région de Copenhague. Merci de votre attention. Merci beaucoup. On a des questions que j'ai publiées là à l'instant. Je ne sais pas si tu arrives à les lire directement ou si tu préfères que je les lise. Tu les vois ou pas?
On ne t'entend pas, Geoffrey, je crois. J'avais oublié de me unmute et c'est bon, j'ai trouvé enfin les questions-réponses, enfin, Ok. le lien Alors pour les peut-être juste en questions-réponses. attendant que tu les lises, je rappelle pour les personnes qui nous ont rejoints en cours de route que le webinaire est enregistré, donc on vous enverra la vidéo et les présentations des différents intervenants, et qu'il ne faut pas hésiter à poser vos questions à tout moment dans le chat. On en discute à chaque fin de présentation. Voilà. Ok. Alors, j'ai lu la première question. Comment adresser la problématique de l'arbitrage à faire par les services industriels locaux entre le développement du réseau de chaleur et le démantèlement des réseaux de gaz? Alors, je ne sais pas si au Danemark, il y a le démantèlement des réseaux de gaz, parce que le gaz, c'est c'est l'énergie fossile qui est la moins violente, on va dire, d'un point de vue CO2. Et donc je pense pas qu'on ait de démantèlement de réseaux de gaz, donc je peux pas vraiment répondre à cette question, malheureusement. Mais il y a forcément une concurrence entre les deux, ou bien entre Oui, un distance et une. oui, il y a une concurrence et alors avec les subventions, mais aussi avec la taxation du gaz, on a eu des bons cas, enfin des cas qui étaient plus intéressants pour le solaire thermique que pour le gaz. Alors si je reprends dans ma présentation, l'ordre de grandeur, typiquement sur Olum, on était sur du 34 euros par mégawattheure. Et donc là, on va être en concurrence, on peut être en concurrence directe avec le gaz. Et du coup, les réseaux de chaleur peuvent décider de faire cet investissement-là plutôt que d'aller sur du gaz, en sachant que le gaz, bien souvent, cette chaleur solaire thermique, elle vient en complément. Elle vient couvrir que 20% et donc on aura toujours besoin du gaz. Donc ça, si c'est pas un surcoût ou si ça permet d'avoir une chaleur un peu moins chère, ça va être installé, mais je pense pas que ça puisse remplacer totalement le gaz non plus. Et d'ailleurs dans les prévisionnels de développement des réseaux au Danemark, il n'y a pas encore de scénario où on peut se passer totalement du gaz. Voilà. Alors, quel est le prix des terrains sur lesquels sont installés les capteurs solaires? J'ai pas de prix exact à donner. Je sais que c'est relativement peu cher parce que c'est des terrains en général agricoles. Je vais juste vérifier, j'ai des slides de backup pour éventuellement donner des infos complémentaires. Mais il me semble que les conditions économiques, c'est juste que ouais, on a des coûts relativement faibles, mais j'ai pas de chiffre malheureusement. En tout cas, nettement plus faible qu'en Suisse. C'est possible, ouais. Mais typiquement, on va venir s'installer sur des champs, et donc les coûts vont pas être très élevés. Et alors ensuite, quelles sont les températures aller et retour typiques des réseaux de chaleur basse température? Au Danemark, un réseau, c'est pas basse température, mais un réseau typique, c'est entre 75 et 35. Donc 75 aller, 35 retour. Sur du basse température, il me semble qu'on va chercher plutôt du 60-65 degrés en température aller, et puis en température retour, je pense qu'on va être du coup autour de 30 degrés. En sachant que plus la température est basse, plus le taux de couverture solaire peut être important. Tout simplement parce que le système de stockage pourra alimenter la température de fourniture sur une période plus longue au cours de l'année. Et moi, je fais beaucoup d'études de faisabilité pour voir un peu quel est justement le coût
l'optimum qu'on peut trouver en termes d'investissement et de coût de chaleur pour des systèmes avec stockage saisonnier. Et bien souvent, la réduction de la température, enfin c'est même systématiquement, la réduction de la température des réseaux permet d'augmenter cette part de solaire thermique avec stockage saisonnier. Ensuite, avez-vous des données sur les pertes par mètre cube et par Kelvin en fonction du type de stockage? Alors ça dépend énormément du type de projet sur lequel on est. À Dronninglund, on est sur entre 5 et 10% de pertes par an entre la chaleur qui est chargée dans le stockage et la chaleur qui est déchargée. Mais comme c'est un stockage qui est très peu coûteux, et qui permet en fait de profiter beaucoup plus du solaire thermique, c'est pas des pertes qui sont dramatiques pour le système. Et du coup, par mètre carré, par Kelvin, j'ai pas de chiffres à donner malheureusement, mais à retenir que ça peut aller entre 5% de pertes par an, et puis dans les mauvais exemples, on est plutôt sur du 40% par an. Mais encore une fois, c'est à comparer aux bénéfices qu'on a d'avoir un stockage thermique saisonnier. Et tout ça, c'est calculable. Et est-ce que ces chiffres existent ou c'est juste que... En fait, il n'y a pas de chiffre absolu. Il faut regarder sur chaque installation quelles sont les performances. Mais Non, mais ce monitoring, il a été fait dans un projet. Oui, ce monitoring, il est disponible en ligne sur un site qui s'appelle alors c'est pas solarheatdata.eu. On peut peut-être le poster tout à l'heure dans le chat. Ouais, mais en fait c'est un site internet qui est actuellement en maintenance, mais sur lequel on peut télécharger des historiques et des bilans historiques de monitoring. Et je vous trouverai un lien. Sunstar 4 et Exactement. plusieurs projets européens ont déjà publié des rapports sur. Donc ces chiffres doivent être. Ces chiffres sont disponibles effectivement. On peut peut-être les envoyer par la suite. Je vous trouverai ça et on partagera. Mais donc voilà, c'est juste, il n'y a pas du tout de valeur absolue, mais je pourrais vous donner des exemples, à aller regarder en ligne. Et pour terminer, il y a encore plein de questions. Qui sont les propriétaires de ces infrastructures? Alors à Dronninglund, c'est le Dronninglund District Heating qui possède le PITES. Donc c'est-à-dire que c'est l'association qui possède tout. Et cette association, elle est financée par les utilisateurs du réseau de Dronninglund. C'est une coopérative en fait. C'est ça. Donc, parfois, c'est les collectivités qui possèdent, mais il me semble que au Danemark, ce qui est le plus répandu, c'est le public ownership, c'est les coopératives. Et puis, il y a aussi quelques réseaux de chaleur, comment on appelle ça, privés, mais c'est une minorité de cas. Et enfin, vous indiquez les coûts de l'énergie. Avez-vous un comparatif avec les coûts versus les coûts locaux de l'énergie? Alors, c'est ce que j'ai essayé de présenter tout à l'heure sur l'exemple de Dronninglund. J'ai pas l'exemple des coûts locaux de l'énergie, c'est-à-dire, par exemple, sur Dronninglund, j'ai pas le coût de la chaleur sur l'usine, enfin sur les usines auxiliaires. Mais si on peut reprendre cet exemple-là. À Dronninglund, on a un appoint par chaudière à huile pyrolytique, donc c'est bio-oil et turbine à gaz. Et donc si on revient après ici, donc gaz naturel. Au Danemark, on va être sur du 67 € en moyenne. Et puis sur du bio-oil, là on n'a pas d'exemple, mais je pense qu'on va être plutôt dans l'ordre de grandeur de ce qui est de la biomasse.
Donc, on va dire dans ces exemples-là. Et donc à Droning Loon, en fait, la raison pour laquelle on a fait Droning Loon et on a réussi à implémenter un gros système comme ça, c'est que économiquement, on avait comparé aux autres sources de chaleur et c'était compétitif. Donc, c'est pour ça qu'on a implémenté ce système dans ces dimensions-là. Mais de combien c'était compétitif, il me semble que c'était comparable, mais c'était pas beaucoup moins cher que les alternatives. Super, merci. Alors, on a une toute dernière question sur le prix installé au mètre carré de capteurs solaires plomb. Ça, j'ai pas du tout de chiffres malheureusement sous la main à donner. On pourra éventuellement reprendre certaines des questions et puis répondre. Ce que je sais, c'est je sais pas s'il y a votre contact dans la présentation ou oui, sinon. je l'ai mis à la fin. Super, parfait. Sur la dernière slide. Ici. Alors peut-être que le LESBAT pourra nous donner un peu plus d'indications sur la situation ensuite, en tout cas par rapport au solaire thermique, et aussi les questions que tu avais posées à la fin de ta présentation. Alexis, si tu veux bien partager ta présentation. Voilà, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous voyez la présentation? Alors, à l'instant, je passe juste... On la voit pas en grande... En plein écran. À l'instant, on la voyait. Ouais. Est-ce que c'est le cas? C'est bon? C'est en ordre? C'est tout bon. Ok, super. Donc, mon nom est Alexis Duret, je suis adjoint scientifique au laboratoire d'énergétique solaire et de physique du bâtiment, qui fait partie de la Haute École d'ingénierie et de gestion du canton de Vaud. Et je vais vous parler ce matin de l'utilisation de la chaleur solaire dans les réseaux de chauffage en Suisse. J'aimerais commencer par un petit agenda de ma présentation. Donc, je vais rapidement vous présenter les activités donc, du laboratoire d'énergétique solaire et de physique du bâtiment donc, en début de présentation. Je parlerai ensuite des différentes technologies solaires thermiques à disposition donc, pour produire de la chaleur solaire spécifiquement pour les CAD. Je ferai ensuite une petite note sur le marché solaire thermique donc, en Europe et en Suisse et sur donc, les coûts des différentes technologies à disposition, notamment les coûts spécifiques suisses. Je vais vous présenter au point 4 donc une petite analyse statistique des réseaux de chauffage à distance existants en Suisse. Et donc cette analyse a permis donc de définir des archétypes de CAD solaires donc, qui sont prometteurs pour être couplés à une installation solaire thermique, spécifiquement en Suisse. Au point 5, je vous parlerai de l'élocompatibilité des CAD. Qu'est-ce qui fait qu'un CAD peut être couplé à une installation solaire thermique ou pas? Et je vous donnerai quelques informations sur les facteurs de dimensionnement. Je vais passer à travers quelques exemples de CAD solaires, en particulier en Suisse, et je finirai donc par quelques conclusions et perspectives. Donc un mot sur le laboratoire d'énergétique solaire et de physique du bâtiment, donc les SBAT, c'est là où je travaille. Donc quelques chiffres clés, donc c'est un laboratoire relativement important avec une quinzaine d'équivalents temps plein qui dispose d'une relativement longue expérience de plus de 20 ans dans différents domaines, on va voir les domaines plus tard. Nous travaillons essentiellement donc, sur deux thématiques, donc l'enseignement et la recherche. L'enseignement prend 20% de notre temps, elle est essentiellement consacrée donc, à la formation initiale et la formation continue. Et puis, on consacre la majorité de notre temps à la recherche appliquée et au développement. On a un budget annuel d'un peu plus de 1 million de francs suisses. Au niveau donc, des thématiques sur lesquelles nous sommes actifs, on distingue 3 thématiques. Donc, la première, donc, qui est une thématique historique au laboratoire, qui est le solaire thermique, pour la production de chaud, mais aussi pour la production de froid solaire. On travaille sur cette thématique aussi de manière assez récente sur l'utilisation de la chaleur solaire dans l'industrie, pour la chaleur de process, mais aussi dans les réseaux de chauffage à distance. Et puis, on a pas mal aussi d'activités, on a eu pas mal d'activités sur le stockage de chaleur. On a 2 autres axes thématiques d'activité, qui sont l'énergétique du bâtiment et l'analyse de cycle de vie. Donc, au niveau de l'analyse de cycle de vie, donc on applique cette méthodologie notamment pour évaluer les impacts environnementaux des systèmes énergétiques sur lesquels on travaille et notamment donc, pour évaluer les impacts environnementaux des systèmes solaires thermiques.
Actuellement, nous sommes impliqués dans 2 projets donc, qui sont en cours, qui portent sur l'utilisation de la chaleur solaire dans les réseaux de chauffage à distance. Donc, c'est 2 projets suisses. Le premier, qui s'appelle le projet Solcad, donc, qui est financé par l'Office fédéral de l'énergie, a pour objectif d'évaluer le potentiel du solaire thermique dans les réseaux de chauffage en Suisse et d'identifier les barrières et les leviers donc, pour diffuser plus largement l'utilisation de la chaleur solaire dans les réseaux thermiques en Suisse. Le deuxième projet qui s'appelle projet Solarcad 2, je vous en parlerai rapidement plus tard dans ma présentation. Donc c'est un projet qui est financé par le programme pilote et démonstration de l'Office fédéral de l'énergie. Et là, l'objectif de ce projet, c'est d'optimiser et de suivre les performances d'une installation de solaire thermique, donc couplée à un CAD qui a été récemment mise en route à Genève. Voilà, j'aimerais donc commencer ma présentation par revoir, en vous présentant donc la ressource solaire à disposition en Suisse, comme le précédent présentateur l'a mentionné. Donc on a une ressource solaire qui est, donc on n'est pas au sud d'Europe, c'est peut-être pas la meilleure des ressources solaires qui existent, mais on a quand même une disposition au niveau du plateau suisse entre 1100 et 1200 kWh par mètre carré par an d'irradiation globale. Ce qui est équivalent donc au sud de l'Allemagne et à l'Autriche et meilleur que ce que l'on trouve au Danemark. Je parle du Danemark, de l'Autriche et de l'Allemagne parce que ce sont 3 pays qui sont très actifs dans le domaine du solaire thermique et notamment de l'utilisation de la chaleur solaire thermique dans les réseaux de chauffage à distance. À noter que dans les Alpes et dans le Tessin, on a à disposition un rayonnement qui est bien plus intéressant et qui dépasse les 1300 kWh par mètre carré par an. Il est très important lorsqu'on lance un projet en pré-projet, lorsqu'on lance un projet de solaire thermique, d'estimer la ressource locale. Donc ça, on peut le faire de différentes façons, soit donc idéalement en faisant des mesures sur site sur un temps suffisamment long pour avoir une idée donc la ressource solaire à disposition, ou en utilisant des logiciels professionnels comme Météonorme ou des bases de données de météo donc qui sont à disposition et accessibles en ligne comme le site de Météo Suisse avec IDAWeb. Au niveau des technologies solaires thermiques à disposition donc pour la production de chaleur solaire spécifiquement pour les CAD, donc on a différentes technologies qui existent. Donc là, je vous présente les technologies qui sont essentiellement pour produire de la chaleur en dessous de 100 degrés, puisqu'effectivement, c'est les niveaux de température auxquels on travaille dans les réseaux de chauffage à distance. Donc la première des familles donc correspond au capteur plan non vitré. Donc là on a des collecteurs qui sont constitués par un absorbeur solaire qui est peu voire pas isolé. Et du coup on peut pas monter très haut en température avec ce type de technologie. Donc on va travailler entre 20 et 55 degrés Celsius. On peut faire du préchauffage d'eau chaude sanitaire ou de la recharge de sonde géothermique. Ce type de capteur est relativement bon marché et simple. On a ensuite donc les capteurs plan vitré, donc qui sont des capteurs sur lesquels donc on a mis donc une vitre au-dessus donc de l'absorbeur solaire qui permet donc une meilleure isolation du collecteur, et donc on peut travailler à des températures plus élevées, entre 30 et 90 degrés Celsius. Et du coup, donc là, on peut directement produire l'eau chaude sanitaire ou satisfaire une partie des besoins de chauffage. Et à noter qu'il existe maintenant des versions sous vide de ces capteurs plan vitré. J'ai mis une photo ici donc d'un de ces capteurs. Donc c'est la société TVP Solar, c'est une société suisse donc qui développe ce type de capteur. Et ce type de capteur permet notamment de travailler à plus haute température et de garder aussi des rendements de conversion assez intéressants, même avec des irradiations de faible intensité. La dernière famille de capteurs est donc les capteurs à tube sous vide. Donc là, pour ce type de technologie, donc l'absorbeur solaire est intégré dans un tube sous vide. Donc le vide permet donc de réaliser une isolation thermique poussée. Et donc avec ce type de capteur, on peut travailler à relativement haute température jusqu'à 130 degrés Celsius. Dernier arrivé, on va dire, dans la grande famille des technologies solaires thermiques, il s'agit donc des capteurs hybrides, capteurs PVT. Le marché n'est pas encore très développé. Ce type de capteurs sont capables de produire à la fois de la chaleur et de l'électricité, et on peut monter à des températures de 20 à 50 degrés Celsius. Ils sont beaucoup utilisés notamment pour la recharge de sondes géothermiques, mais éventuellement aussi on peut les utiliser pour le préchauffage d'eau chaude sanitaire. À noter que récemment, donc, il y a un certain nombre de capteurs spécifiques pour grandes installations qui ont été développés, qui ont été mis sur le marché. J'ai mis ici une photo de capteurs donc, qui utilisent des tubes sous vide qui sont commercialisés par la société Ritter XL.
On a l'équivalent avec des capteurs plans vitrés donc, qui sont commercialisés par la société Green One Tech. Et donc là, ces capteurs ont des surfaces de l'ordre de 10 à 15 mètres carrés. Et donc, cela permet de réduire les frais d'installation et ça permet aussi d'avoir des systèmes modulaires donc à relativement haute efficacité. Ces capteurs sont particulièrement bien adaptés pour une utilisation dans les réseaux de chauffage, mais aussi pour la chaleur de process. Au niveau des efficacités de conversion, donc vous voyez ici sur ce graphe donc les différentes courbes de rendement pour les différentes technologies donc, que je vous ai présentées. Donc, en abscisse, ici, on voit l'efficacité et en ordonnée, on a la température de fonctionnement. Donc, ce que l'on voit, c'est qu'en fonction des technologies, on va pouvoir aller à plus ou moins haute température. Donc, les rendements sont fortement influencés par le type de technologie. Typiquement, avec un capteur plan non vitré, on ne va pas pouvoir monter en température. On a des rendements qui se cassent vraiment la figure dès que les températures augmentent. L'intensité du rayonnement a aussi un impact assez important donc sur le rendement. De manière générale, plus l'intensité du rayonnement est élevée, plus les rendements seront faibles. Donc ça, c'est un élément qui est assez important puisqu'effectivement, en Suisse et notamment sur le plateau suisse, on a une grosse partie du rayonnement solaire qui a une intensité qui est inférieure à 500 watts par mètre carré. Et donc, il faut être capable de pouvoir convertir ce rayonnement de manière efficace. Et bien sûr, la température de fonctionnement a un impact énorme sur le rendement du capteur, d'où l'intérêt effectivement de baisser au maximum les températures d'opération des réseaux de chauffage avant d'intégrer des énergies renouvelables et en particulier avant d'intégrer de la chaleur solaire. J'aimerais vous donner 2-3 informations sur la productivité spécifique. Donc, on appelle productivité spécifique la production cumulée de chaleur donc sur une année. On les mesure en kilowattheures par mètre carré par an. De manière générale, en Suisse, on observe donc une production spécifique qui va de 350 à 700 kWh par mètre carré par an. Cet indice de performance impacte énormément le coût de revient de la chaleur. On va le voir dans un des slides qui suit. Comme pour le rendement, la productivité spécifique va dépendre de la température à laquelle la production de chaleur est réalisée, de la ressource solaire, mais aussi de la technologie. À noter ici qu'en Suisse, on a à disposition un outil en ligne donc, qui est très utile, qui s'appelle toitsolaire.ch et qui répertorie le potentiel solaire des toitures et des façades. Donc, c'est un outil GIS qui peut être très intéressant en pré-projet. Donc la ressource solaire est une ressource qui est par nature très fluctuante, donc on constate des fluctuations de type journalière avec une production de chaleur, un pic de production de chaleur généralement autour des midis, et puis on a aussi donc une fluctuation saisonnière avec une grande production, enfin une production qui a lieu en majeure partie en été, une production beaucoup plus faible en hiver. Et puis, dernier type de fluctuation, donc on a une fluctuation géographique en fonction des différents lieux dans lesquels on se situe. Donc, on a accès à plus ou moins 2 ressources solaires. Donc, on peut voir ici une différence assez importante, par exemple, entre Genève et Sion. Et donc, là où je voulais en venir donc, avec ces éléments ici, c'est qu'il est important, si on ne veut pas avoir de stockage, qu'il y ait une simultanéité, une correspondance entre la ressource solaire, la production de chaleur solaire et la demande de chaleur. Maintenant, si on veut étendre l'utilisation de la chaleur solaire, donc à ce moment-là, il faut intégrer un stock qui soit horaire, journalier ou saisonnier. Donc j'aimerais maintenant vous introduire donc la notion de fraction solaire ou taux de couverture solaire. Donc cet indice de performance correspond donc à la quantité de chaleur solaire qui a été injectée donc sur le CAD divisé par la quantité totale de chaleur donc injectée sur le CAD. Donc c'est pour étendre donc le taux de couverture solaire, ce qui est essentiel, donc il est indispensable de passer par un stockage. Par contre, ce qui est important de garder en tête ici, c'est que de manière générale, si on veut augmenter le taux de couverture solaire ou la fraction solaire, eh bien on va diminuer les rendements et la productivité spécifique par mètre carré des collecteurs solaires thermiques. Cela est dû notamment au fait qu'on va travailler des températures plus élevées sur l'installation solaire, mais aussi cela est dû à des pertes de stockage. Donc, si on a des fractions solaires plus élevées, du fait qu'on a des rendements plus faibles, on va aussi avoir un coût au kilowattheure de chaleur qui sera plus élevé. Une petite note ici sur le marché solaire thermique actuel en Europe et en Suisse. Donc, sur votre gauche, vous voyez un graphe qui donne les capacités cumulées de collecteurs solaires thermiques installés en Europe.
En bleu ciel, donc c'est les capacités qui ont été installées donc à l'année qui est indiquée en dessous sur le graphique. Et en jaune, on voit la variation donc d'une année sur l'autre. Donc, ce que l'on constate avec ce graphe, c'est que depuis 2010, on avait un marché qui était en contraction, hein, qui diminuait chaque année, d'année en année. Et puis, on a assisté à un rebond depuis 2018 qui s'est confirmé quelque part en 2019. Ce rebond est en partie dû justement à la croissance forte des grandes installations solaires thermiques. Hein, on parle de grandes installations solaires thermiques au-delà de 500 mètres carrés. Ces grandes installations sont intéressantes parce qu'elles offrent de meilleures productivités spécifiques. Elles permettent aussi de bénéficier d'économies d'échelle et donc d'un coût de chaleur qui est aussi plus compétitif. Dans certains pays, il y a eu une introduction de nouvelles subventions, nouveaux types de subventions, notamment en Allemagne. Cela aussi a permis de dynamiser donc, le marché et puis de relancer un petit peu ce marché. À noter que les applications CAD et Chaleur Process sont de plus en plus populaires en Europe. Au niveau du marché suisse, donc on a une dynamique qui est complètement différente. Hein. Depuis 2010, donc on assiste à la même contraction, on va dire, du marché, hein, une contraction quand même très forte. Donc là, c'est les ventes annuelles de capteurs, hein, c'est pas cumulé. Mais donc on n'a pas assisté, contrairement à ce qu'on voit en Europe, à 2 reprises. Donc le marché n'a pas rebondi, ou pas encore rebondi, c'est ce qu'on espère. Les applications sont essentiellement pour des petites installations domestiques en dessous de 100 mètres carrés. Ça représente plus de 99% des installations en 2018. Donc le résidentiel, c'est le marché principal, parce qu'il y a une obligation légale dans certains cantons d'intégrer du renouvelable dans les systèmes de chauffage. On voit relativement peu de grandes installations. Cela est dû au fait qu'on a un prix relativement élevé des installations en Suisse. On va le voir dans une des slides qui suit. Et puis au fait qu'il y a à l'heure actuelle pas de schéma de subvention défini pour les grandes installations solaires thermiques. Donc justement, on a réalisé récemment une étude en collaboration avec l'Institut des technologies solaires, le SPF, donc de la haute école spécialisée de Rapperswil. Et dans le cadre de cette étude, on a demandé un grand nombre d'offres à des compagnies donc actives en Suisse et en Europe pour différentes surfaces d'installation de solaire thermique. Et donc, on a reporté ici le coût spécifique, c'est-à-dire le coût en francs suisses par mètre carré pour ces différentes offres en fonction donc, de la surface des champs solaires. Donc, on a fait ça pour les tubes, pour des collecteurs à tubes sous vide et pour des collecteurs plans vitrés. Donc, ce que l'on peut voir donc, sur ces 2 graphes-là, c'est qu'effectivement, déjà, les capteurs plans sont beaucoup moins chers que les capteurs à tubes sous vide. On peut voir aussi qu'on peut bénéficier d'une relative économie d'échelle. Hein, dès qu'on augmente la taille du champ solaire, on diminue de manière assez importante le coût spécifique de l'installation. On a des coûts de capteurs qui sont de 500 à 1200 francs par mètre carré pour les capteurs plans. Donc ça prend en compte vraiment toute l'installation ainsi que les frais de matériel, de pompe, etc., frais d'installation, jusqu'à l'échangeur solaire. Ce que l'on voit avec les capteurs plans non vitrés, c'est qu'on peut avoir des coûts de l'ordre de 600 à 700 francs pour des surfaces de l'ordre de 1000 m². À noter que les coûts européens pour ces surfaces-là sont plutôt de l'ordre de 300 à 400 €, voire moins pour le cas du Danemark, hein, qui a un marché particulièrement compétitif. Donc, on observe un facteur, en tout cas un facteur 2 entre les coûts suisses et les coûts européens, donc ce qui n'est pas en faveur du développement d'une filière suisse de la chaleur solaire dans les réseaux de chauffage à distance, malheureusement. Au niveau du stockage, donc je ne vais pas passer en revue les différentes technologies qui ont été présentées par le présentateur précédent. J'aimerais juste ici insister sur le fait que les prix spécifiques du stockage diminuent fortement en fonction du volume. Donc on a des prix qui sont de l'ordre de 1 000 € le mètre cube pour des stockages inférieurs à 60 mètres cubes, mais qui descendent à l'ordre de 500 € par mètre cube pour des stockages entre 200 et 300 mètres cubes. Donc on a d'énormes économies d'échelle. En Suisse, on n'a pas à disposition, on n'a pas eu énormément d'offres pour des stockages en Suisse, donc j'ai pu en avoir une sous la main. Et donc, grâce à cette offre-là, donc ce qu'on a pu voir, c'est qu'effectivement, les prix suisses ici sont légèrement plus élevés. On a un 20-30% de plus qu'en Europe, mais on est sur les mêmes ordres de grandeur. Donc, en fait, les surcoûts sur une installation solaire thermique, une grosse installation solaire thermique, seront essentiellement dus au système solaire.
J'ai ici calculé le coût de revient de la chaleur solaire sans stockage, donc c'est important de le mentionner, hein, c'est juste pour le système solaire. Ce calcul du coût de revient donc, se base sur les hypothèses suivantes. Donc, on a 3% d'intérêt avec un amortissement sur 25 ans. J'ai pris des coûts de maintenance de l'ordre de 1% par an de l'investissement initial. Et puis des coûts d'opération, hein, d'électricité qui correspondent à 0,5% de la production d'électricité annuelle, avec un tarif d'électricité de 20 centimes par kilowattheure. Donc, j'ai reporté ce coût en francs suisses par kilowattheure sur ce graphe ici. Donc vous voyez, donc cela a été reporté en fonction du coût spécifique de l'installation solaire. Donc ce que l'on peut voir, c'est que pour une installation de 1000 m², pour lesquels on a des coûts de l'ordre de 600 francs le mètre carré, entre 600 et 700 francs le mètre carré, eh bien on va avoir des coûts de production, des coûts de revient qui vont aller de 6 centimes jusqu'à 10-12 centimes par kilowattheure. Ce que l'on voit sur ce graphe, c'est que effectivement, donc la productivité spécifique des collecteurs solaires a un impact très important donc sur le coût de revient. Hein. Plus on aura une productivité spécifique élevée et plus faibles seront donc les coûts de revient de la chaleur. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ces productivités spécifiques sont fortement liées à la température à laquelle on produit la chaleur. Donc, pour augmenter la compétitivité, il est essentiel de baisser les températures de distribution de la chaleur sur les réseaux de chauffage. J'indique ici sur votre droite une comparaison avec d'autres technologies de production de chaleur. Donc là, j'ai pris en compte que les frais opératoires, hein, essentiellement pour ces autres technologies, essentiellement les frais de carburant. Donc, comme je vous l'ai dit, pour le solaire thermique, on a un coût qui est de l'ordre de 6 à 10 centimes le kilowattheure pour une installation d'à peu près 1000 m², avec des émissions de gaz à effet de serre de l'ordre de 14 grammes par kilowattheure. Donc, on a une énergie qui est très propre. À titre de comparaison, le gaz va nous coûter 6 à 7 centimes le kilowattheure. Donc là, ça prend en compte que le coût du gaz. Et puis, on va émettre plus de 300 grammes par kilowattheure par kilowattheure de chaleur, pardon. Les coûts du bois pellet et des packs géothermie sont inférieurs, voire du même ordre de grandeur que les coûts du solaire thermique. À noter ici que pour ces coûts de revient de solaire thermique, de la chaleur solaire, je n'ai pas pris en compte de subvention. Hein. Donc le prix de revient, même sans subvention, peut être presque compétitif avec donc, les autres énergies renouvelables, mais aussi avec le gaz. À noter que les impacts environnementaux donc, de la chaleur solaire sont vraiment particulièrement faibles. Et donc, c'est vraiment un outil ou une technologie très intéressante pour décarboner les systèmes énergétiques et en particulier les systèmes de production de chaleur. Une petite note sur les subventionnements, sur les schémas de subventionnement existants pour les grandes installations solaires. En Suisse, on a un schéma type qui a été développé pour des petites installations. Donc, ce schéma s'appelle Modena. Donc, ce type de subvention a été mis en place en 2015. Modena, c'est pour le modèle d'encouragement harmonisé des cantons. Et donc, on peut toucher donc en 1200 francs, donc une part fixe, plus 500 francs par kilowatt installé. À noter que ce schéma de subvention n'est pas pensé pour des grandes installations solaires thermiques et qu'à l'heure actuelle, donc il n'y a pas de solution de subvention pour les grandes installations solaires thermiques. En général, ça fonctionne au coup par coup. Il faut aller voir les autorités cantonales et essayer de négocier avec une subvention. À titre de comparaison, en Allemagne et en Autriche, hein, qui sont deux pays très moteurs pour le solaire thermique actuellement en Europe. Donc en Allemagne, on a des subventions qui peuvent aller jusqu'à 40% de l'investissement initial pour des installations qui sont au-delà de 40 m². Et en Autriche, on peut recevoir jusqu'à 50% du surcoût d'investissement hein, par rapport à une installation de production de chaleur fossile. Donc on a des schémas de subvention qui sont très généreux et qui permettent justement de produire de la chaleur à un prix très compétitif. J'ai repris le graphe que je vous ai présenté précédemment et j'ai intégré ici un taux de subventionnement de 40% de l'investissement initial. Et puis donc pour une installation de 1000 m², donc on arrive à un coût de revient qui varie entre 4 et 7 centimes. Donc on commence à être vraiment très compétitif. Et donc ça, c'est des prix actuels. Comme je vous en ai parlé donc précédemment, un peu plus haut dans ma présentation, donc dans le cadre du projet SolCAD, on a fait une analyse statistique des CAD existants en Suisse. Donc l'objectif de cette analyse, c'était d'identifier les archétypes de CAD qui sont les plus prometteurs pour un couplage avec de la chaleur solaire. Donc pour effectuer cette analyse statistique, donc on a récupéré une base de données qui a été compilée par l'Office fédéral de l'énergie en 2019. À noter que cette base de données est donc c'est un gruyère, il manque énormément de CAD.
Il y a aussi pas mal de données qui manquent sur les CAD qui sont répertoriés, ce qui fait que sur les plus de 1000 CAD qui ont été répertoriés, donc on en a retenu dans notre analyse un peu plus de 750. Donc ce qu'on constate donc, au niveau des CAD existants en Suisse à l'heure actuelle, c'est qu'une grande majorité donc, des CAD sont des petits CAD bois, hein, c'est ce que vous voyez ici en violet. Le graphe sur votre gauche donne le nombre de CAD classés par technologie de production de chaleur, et le graphe sur la droite donne la quantité de la puissance cumulée pour chaque type de technologie de production de chaleur. Donc ce qu'on voit, c'est qu'il y a un grand nombre de CAD qui sont des petits CAD bois. On a ensuite une part assez importante de CAD qui sont des CAD qui utilisent la chaleur de l'environnement et en particulier donc la géothermie. Et puis finalement, en bleu foncé, donc ce qu'on a ici, donc c'est des CAD qui utilisent du déchet de chaleur et en particulier de la chaleur produite par des incinérateurs de chaleur. À noter, donc, les CAD bois sont de petite puissance, ils ont une puissance moyenne entre 1 et 2 MW, et les CAD qui utilisent la chaleur de l'environnement sont un petit peu plus grands, de 2 à 3 MW, mais on est sur des CAD relativement petits pour ces deux technologies de production de chaleur. Au niveau des tendances temporelles donc des différentes technologies de production de chaleur, donc sur les CAD existants en Suisse, donc ce qu'on peut voir hein, sur le graphe que vous voyez tout de suite en haut à gauche, donc c'est la quantité de CAD qui ont été installés pour différentes échelles de temps. Donc ce qu'on voit, c'est qu'on a une augmentation constante et quasi exponentielle du nombre de CAD installés. Donc c'est un secteur qui est très dynamique en Suisse en tout cas. Donc en forte croissance. À l'heure actuelle, à 8 à 9% de la chaleur est distribuée, consommée en Suisse est distribuée par des réseaux de chauffage à distance. Ce qu'on voit, c'est que le gaz naturel est de moins en moins utilisé. On assiste depuis 10 à 15 ans d'une explosion du nombre de CAD basés sur le bois énergie. Et puis, donc, plus récemment, on a aussi une forte augmentation donc, des CAD qui utilisent la chaleur de l'environnement et en particulier la géothermie. Donc, grâce à cette analyse statistique, on a pu définir deux archétypes de CAD solaires en Suisse, donc qui sont particulièrement prometteurs pour un couplage avec de la chaleur solaire. Donc, le premier archétype correspond à des petits CAD à bois de l'ordre de 1 à 2 MW qui utilisent donc soit du pellet, soit de la plaquette. Donc, grâce à l'intégration de la chaleur solaire, on peut réaliser des économies de bois en été, hein, donc ce qui permet d'avoir plus de ressources pour l'hiver. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, une étude récente a estimé qu'il y avait 60% de la ressource bois qui était utilisée. Donc, dans les années qui viennent, il y aura forcément une saturation de cette ressource. Et donc, l'utilisation de la chaleur solaire pourra étendre le potentiel du bois biomasse ou du bois énergie en Suisse. Il serait notamment envisageable d'éteindre la chaleur en été. Et bien cela permettra effectivement de faire un certain nombre de maintenance et de révision. Les gros challenges qui sont liés à ce type d'archétype, hein, c'est la régulation, notamment en intersaison. Ici, il est essentiel donc de les limiter, les enclenchements et déclenchements de la chaudière biomasse. Le deuxième archétype qu'on a identifié toujours dans le cadre de ce projet SolCAD, donc c'est les CAD à pack géothermiques hein, qui ont là des puissances de 1 à 3 MW. Ici, donc, on peut, grâce à la chaleur solaire, soit recharger les sondes et donner plus de flexibilité au réseau de chauffage à distance et à l'exploitation donc des sondes géothermiques. On peut aussi donc produire l'eau chaude sanitaire en été et puis donc économiser de l'électricité sur la pompe à chaleur. À noter que sur ce type de typologie, donc, il est possible de coupler d'utiliser ici des capteurs hybrides, hein, ce qui permet d'alimenter les packs et de recharger les sondes. Hein. Ce couplage-là est particulièrement prometteur. On le voit de plus en plus. J'ai d'ailleurs un exemple que je vais vous présenter en fin de présentation. Le challenge pour ce type d'archétype, hein, c'est de définir un peu justement le type de couplage, à quel endroit on va injecter la chaleur solaire, mais aussi la logique de régulation. Une petite note sur l'héliocompatibilité et les facteurs de dimensionnement. Donc, qu'est-ce qui fait qu'un CAD est héliocompatible? Qu'est-ce qui fait qu'un CAD est prometteur pour être couplé à une installation solaire thermique? Donc, dans le cadre du projet SolCAD, donc, on a identifié trois familles de critères qui permettent justement de définir si un CAD est héliocompatible ou pas. La première famille donc, est en lien avec les caractéristiques du réseau thermique lui-même. Donc là, ce qui est essentiel, c'est de s'assurer qu'on a des températures de départ et de retour qui sont suffisamment faibles pour avoir une productivité la plus élevée possible et donc des coûts de la chaleur les plus faibles possibles. Il faut aussi qu'on ait une demande de chaleur en été qui soit suffisante.
pour pouvoir avoir un stock le plus faible possible et puis pouvoir développer des installations solaires de la plus grande surface possible. Deuxième critère en famille de critères donc identifiés, donc il s'agit de la technologie de chauffage. Donc ici, les technologies qu'on va utiliser pour produire la chaleur en chaufferie. Donc ce qui est important ici, c'est de comparer le coût au kilowattheure de ces technologies de chauffage avec le coût de revient de la chaleur solaire. Ce qui, de manière générale, donc l'injection de chaleur solaire devrait pouvoir permettre de réaliser des économies au niveau des coûts de production. Troisième famille de critères donc très importants, donc il s'agit du potentiel solaire du site et notamment la ressource solaire. Il faut effectivement que sur le site on ait suffisamment de ressources solaires et puis un point aussi essentiel, il faut qu'on ait des surfaces à disposition a priori à proximité de la chaufferie pour une injection centralisée et ça c'est un point qui peut être vraiment très bloquant. Notamment en Suisse, donc on est un pays avec une densité d'habitants par mètre carré assez importante, et donc les surfaces à disposition ne sont pas pléthoriques. Au niveau des stratégies de dimensionnement, j'ai ici distingué trois, on va dire, familles ou trois approches. La première, donc la plus simple, donc c'est une stratégie donc sans stockage, dans laquelle on va viser des faibles taux de couverture solaire. Donc là, on va utiliser éventuellement le CAD comme stock tampon. Donc là, l'idée, c'est d'avoir des taux de couverture solaire journaliers qui sont de l'ordre de 50% lors d'une belle journée estivale. Donc si on a ces taux de couverture solaire-là, alors on peut considérer qu'on peut travailler sans stockage. Sur ces types sur cette famille, on va dire, de stratégie de dimensionnement. Donc, on a des productivités spécifiques qui sont supérieures à 500 kWh par mètre carré par an, donc des productivités élevées, et donc on peut avoir un coût de revient de la chaleur relativement faible. Deuxième niveau d'ambition, donc on peut intégrer un stockage journalier, puis passer cette fois à un taux de couverture solaire de 15 à 20%. Donc là, de manière générale, on compte 0,2 m3 par mètre carré de capteurs, voire moins que ça. Donc avec cette approche-là, il est possible notamment de produire complètement l'eau chaude sanitaire en été, donc et de couper complètement les autres technologies de production de chaleur à disposition donc pour le réseau de chauffage à distance. À noter que suite donc à l'intégration d'un stock, eh bien on a une productivité spécifique qui va diminuer et qui va passer de l'ordre de 450 kWh par mètre carré par an. Donc on va renchérir le coût de la chaleur solaire. Troisième niveau d'ambition, donc cette fois on passe à un stockage saisonnier, donc c'est plus, ça correspond plus à ce qui a été présenté lors de la présentation précédente. Donc là, on vise des taux de couverture solaire qui sont supérieurs à 20%. On a des volumes de stock qui pourront aller de 3 à 5 m3 par mètre carré en fonction du profil de la demande. Et là, l'excès de production de chaleur estivale pourra être utilisé en intersaison en hiver. Alors attention, on va ici augmenter de manière assez importante l'investissement et puis surtout, on va baisser la productivité spécifique qui va être de l'ordre de 400 kWh par mètre carré. Donc on va très certainement renchérir le coût de la chaleur solaire avec ce type d'approche-là. Donc j'aimerais maintenant vous donner quelques exemples de cas de solaire. Donc pour le cas du Danemark, je pense qu'on en a déjà pas mal parlé lors de la présentation précédente. Donc moi j'aimerais plutôt donner des exemples pour la Suisse. Et au niveau suisse, donc j'aimerais vous parler de l'installation Solar4 2. Donc sur cette installation, donc on a un projet de suivi et d'optimisation des performances. Donc cette installation est intégrée sur un grand cadre historique des services industriels de la ville de Genève. La centrale solaire fait à peu près 800 mètres carrés. Elle est constituée de 400 collecteurs donc, qui ont été développés par la société TVP Solar, qui est une société suisse. Ce sont des collecteurs plans à isolation par le vide, donc qui permettent de garder des bons rendements de conversion même à faible irradiation. Donc cette installation opère à 80 degrés et puis là on a une connexion qui est effectuée sur le retour. Donc retour, on a une productivité spécifique visée qui est de l'ordre de 650 kWh par mètre carré par an, qui est très élevée et qui est vraiment liée à l'utilisation de ce type de capteur plan à isolation par vide. Donc on a un projet P+D, comme je vous l'ai dit, donc qui est en cours sur cette installation. Deux autres
exemples de cadres solaires en Suisse. Donc, on a le cadre de Schupfen. Donc là, c'est un petit cadre bois qui utilise donc une chaudière à plaquettes de 2,4 MW. Ce cadre qui a été mis en service en 2006. Donc en 2012, on a ajouté donc une centrale solaire de plus de 400 mètres carrés, 460 mètres carrés, de collecteurs tubes sous vide qui a une productivité de 520 kWh par mètre carré par an. Et là, on a un relativement faible taux de couverture solaire de 5%. À droite, vous pouvez voir l'exemple du cadre de Surstoffie. Ce cadre, c'est un cadre à énergie, donc à basse température, qui utilise des sondes géothermiques. Donc, il a été mis en service en 2012. Donc, le réseau d'énergie fonctionne en 18 et 8 degrés. La centrale solaire, elle a été mise en route en 2014. Elle est constituée de 3500 mètres carrés de collecteurs PVT, donc hybrides. Et elle est utilisée uniquement pour la recharge de sondes. Donc là, on a une productivité spécifique, un peu supérieur à 300 kWh par mètre carré par an. L'ajout donc de cette installation solaire thermique a permis de stabiliser les températures des sondes sur le long terme et donc de pérenniser l'utilisation de la chaleur géothermique. Voilà quelques mots maintenant pour conclure sur l'utilisation justement de la chaleur solaire dans les réseaux de chauffage en Suisse. Donc ma présentation donc, a permis d'identifier un certain nombre de forces, d'avantages et de leviers donc, qui sont en faveur du développement de cette filière en Suisse. Un des premiers avantages donc, de l'intégration de la chaleur dans les réseaux de chauffage à distance en Suisse, c'est que ça permet de se prémunir contre une augmentation des énergies. Hein, donc on a donc la chaleur solaire, le coût de le revient de la chaleur solaire est essentiellement constitué de l'amortissement des investissements initiaux. Hein, on amortit environ à 70-80% du coût est constitué par l'amortissement. L'utilisation du solaire en lien avec les réseaux de chauffage permet donc une meilleure productivité et donc aussi des coûts de chaleur solaire qui sont plus faibles. On a vu plus haut que la technologie solaire thermique était très efficace pour décarboner, notamment pour décarboner la production de chaleur. En Suisse, le solaire thermique bénéficie d'une belle image, donc là c'est aussi un levier important pour pouvoir un peu développer cette filière en Suisse. Et puis finalement l'utilisation de la chaleur solaire permet d'étendre l'utilisation d'autres énergies renouvelables, donc qui est très complémentaire à l'utilisation du bois et de la géothermie. Hein. Du bois puisqu'effectivement on a une ressource ici qui est limitée, et la géothermie puisque la chaleur solaire va pouvoir permettre de stabiliser les niveaux de température des sondes géothermiques. Au niveau des faiblesses et des barrières hein, qui empêchent le développement de cette filière en Suisse, on a, je dirais, en premier point, très important, le coût des technologies. On a vu qu'il y avait un facteur 2 quasiment avec les coûts qu'on constate au niveau européen. Un autre point aussi très bloquant, c'est la disponibilité des surfaces. Donc en Suisse, on a un pays qui est relativement densément peuplé. Donc on a essentiellement des toitures hein, qui seront à disposition pour développer ces grandes installations solaires thermiques. À noter que pour développer les installations au sol, le cadre légal ne permet pas encore de le faire très facilement. On a un manque important de connaissances et d'informations des acteurs du marché donc sur les possibilités de la chaleur solaire. L'absence de schéma de subvention des grandes installations est aussi un gros problème et un frein au développement de cette filière. Et puis, un point aussi important ici, c'est la compétition du photovoltaïque hein, dans le cadre des projets que je vous ai cités précédemment, SolCAD et SolarCAD 2. Donc, en discutant avec les opérateurs de CAD, on se rend compte qu'effectivement, ils sont très souvent plus intéressés de développer des installations photovoltaïques sur des jolis toits que d'y intégrer de la chaleur solaire thermique, hein, des installations solaires thermiques. Donc en conclusion, ce que l'on peut dire, c'est que le potentiel de la chaleur solaire en Suisse est très prometteur et très important. Par contre, afin de le développer et de bénéficier donc, de ce potentiel, il est nécessaire donc, de développer une volonté politique forte et notamment de développer des schémas de subvention pour des grandes installations solaires thermiques et taxer peut-être aussi un peu plus les énergies non renouvelables, les énergies fossiles. Voilà. Avec cela, j'en ai fini avec ma présentation. Donc, je vous remercie pour votre attention et puis je me tiens à disposition pour les questions si vous en avez. Merci. Alors, on a 2 questions. Alors, je regarde. C'était dans votre coût du solaire thermique, il me semble que vous ne prenez pas en compte l'amortissement des installations. Donc, c'est la première question. A priori, l'amortissement est pris en compte, oui, sur 25 ans, oui. Et ça représente les 70% à 80% du coût de revient. Donc l'amortissement a bien été pris en compte. Pour Surstoffie,
Alors, j'avoue que j'ai pas une connaissance très fine de ce qui s'est fait à Surstoffi, mais à ma connaissance, à Surstoffi, ils font essentiellement de la recharge de sondes. C'est pas impossible qu'ils fassent du préchauffage. Je viens de lire un rapport pas plus tard que ce matin qui disait qu'effectivement il y avait une problématique parce qu'il y avait une compétition entre ce qui était free cooling en été et recharge des sondes. La recharge des sondes va nécessiter de travailler à plus haute température au niveau du réseau d'énergie. Et donc, c'est incompatible avec du free cooling pour les bâtiments. Donc là, il y avait un petit peu une problématique à traiter et peut-être qu'effectivement, du préchauffage pourrait permettre un petit peu d'arbitrer cette problématique-là. Il y a encore une question. Alors, par rapport aux installations solaires individuelles, le grand intérêt, je dirais, c'est qu'effectivement, alors si on revient avant, j'avais donné donc un graphe qui donne donc le coût spécifique des installations solaires en fonction de la surface. Donc, on voit que quand on augmente fortement les surfaces, on peut bénéficier d'importantes économies d'échelle. Et donc, on a des coûts de chaleur qui sont, pour des grandes installations, beaucoup plus faibles que pour des petites installations. Autre point important, en général, pour des grandes installations, on a aussi une productivité spécifique qui est souvent plus importante, plus élevée. Et donc, ça aussi permet de rendre le coût de la chaleur solaire plus compétitif. De manière générale, par rapport à une installation solaire individuelle ou même sur des habitations collectives, on a des coûts qui sont plus intéressants, potentiellement. Merci beaucoup. N'hésitez pas à poser vos questions par la suite. Il y avait d'ailleurs une question aussi pour Plan Énergie de nouveau. Je ne sais pas si on peut y répondre directement dans le chat parce qu'on est un peu en retard dans le planning. Entre-temps. Et puis par contre, on va faire une légère modification du programme parce qu'on a un petit problème de connexion de Monsieur Good. On espère qu'il va réussir à nous rejoindre après, mais du coup, on va passer d'abord à la présentation de Monsieur Fessler sur la géothermie. Du coup, Monsieur Fessler, si vous voulez bien partager votre écran. Ah, je l'avais, mais je ne l'ai plus. Voilà. Là, c'est bon, vous l'avez? Voilà, alors elle n'est pas en plein écran, mais... Voilà. Super. Ça joue comme ça? Parfait. Ok, bah merci de me permettre de me passer la parole pour présenter un petit peu les réseaux de chauffage distance géothermique. Donc j'ai préparé cette présentation avec Monsieur Shedley qui est du bureau Shedley Environnement qui est au comité de géothermie suisse. Et puis moi-même, je travaille dans la société Hydrogéo Environnement. On est spécialisé hydrogéologie, géologie, énergie, mais surtout on fait beaucoup de prospection géothermique depuis 2-3 ans. Donc, je vais vous présenter un petit peu ces éléments liés au cadre géothermique parce que la géothermie de moyenne profondeur a un très gros potentiel. Et vous voyez, donc le petit plan de l'exposé, c'est de vous parler très brièvement de type de géothermie, et puis de focaliser sur la géothermie de moyenne profondeur en vous montrant l'exemple de Rion en Suisse qui marche quand même depuis plus de 25 ans avec cette géothermie moyenne profondeur. Un petit exemple de l'expérience parisienne aussi, et puis un petit peu finir sur la vision de géothermie suisse qui a beaucoup d'ambition pour développer cette géothermie dans les réseaux de chauffage à distance. Donc la géothermie, on parle d'une énergie locale, abondante, sans CO2, en ruban toute l'année. Et donc on a plusieurs types de géothermie. On a de la géothermie qu'on appelle de faible profondeur, que généralement on connaît bien, qui est plutôt la géothermie sur sonde ou sur nappe,
ou même sur sonde individuelle pour les villas. Donc ça, c'est quelque chose qui est très très bien développé en Suisse, qu'on est un des pays leaders européens en la matière, notamment pour les sondes, hein, un peu moins pour les nappes. Et puis ensuite, on a deux autres sortes de géothermie, c'est la géothermie moyenne ou grande profondeur, où là, on va aller chercher de l'eau tiède ou de l'eau chaude pour en tout cas faire de la chaleur, voire même faire de l'électricité. Il y a aussi la géothermie de très grande profondeur où on peut aller fracturer la roche comme ils ont fait à Bâle, mais qui aujourd'hui n'est plus forcément la priorité des projets. L'objectif aujourd'hui, c'est d'aller chercher de l'eau chaude pour justement avoir de l'eau qui est suffisamment chaude pour l'injecter, pour faire un échange de chaleur avec les CAD et pouvoir chauffer directement les bâtiments. Donc on peut produire du chaud, du froid, de l'électricité et puis ça contribue au développement de l'économie locale. La géothermie de moyenne profondeur, donc c'est vraiment là-dessus que j'axe plus ma présentation. Donc c'est vraiment ce qu'on appelle des doublets géothermiques. On va avoir un système qui va puiser l'eau d'une ressource plus ou moins profonde, plus ou moins tiède, et puis on va prendre les calories et restituer l'eau à la nappe profonde. Donc l'idée c'est qu'en termes de matière, on va pas perturber l'environnement, on va simplement refroidir un peu plus loin. Donc le doublet géothermique, souvent ils sont éloignés de 1 km, quelque chose comme ça. Ici vous avez un doublet qui est proche, mais que vous voyez qui est en fait en profondeur, il est à une distance de 1 km. On peut avec cette géothermie, on peut soit faire du chauffage direct si on a suffisamment de température, soit on peut rehausser la température avec une pompe à chaleur. Je vous montrerai l'exemple de Rion justement qui est intéressant à ce niveau-là. Et là, au niveau des puissances à disposition, on est tout de suite en mégawatts, donc on n'est pas là pour alimenter une ou deux villas, mais on alimente tout de suite plusieurs bâtiments, voire un quartier entier, parce que vous voyez que cette ressource, comme on utilise, c'est des systèmes ouverts, où on utilise l'eau, en fait, dès qu'on peut prendre plusieurs dizaines de degrés sur cette eau profonde, donc on peut par exemple passer de 70 à 40 degrés sur une eau qui a 2000 mètres de profondeur, et du coup, là, on a tout de suite des grosses quantités, même avec 20 litres seconde, on a déjà 2-3 mégawatts, donc on parle tout de suite de centaines de logements, d'où l'intérêt de valoriser cette chaleur, en fait, sur des réseaux thermiques. Cette filière, elle est en fait peu connue en Suisse. Il y a un exemple que je vais vous montrer après qui marche très bien, mais c'est le seul en Suisse. Par contre, c'est très bien développé dans certaines régions comme le bassin parisien ou le bassin munichois, ou la Hongrie aussi, où il y a pas mal de réseaux de chaleur à majorité géothermique. Et puis, ce qu'on voit, c'est que dans ces systèmes, on a des prix de la chaleur qui sont très bas dans ces marchés qui sont arrivés à maturité. L'enjeu ici, c'est qu'effectivement, on a beaucoup d'investissements initiaux, mais ensuite, une fois qu'on a les forages et les doublets qui fonctionnent, eh ben, on a des coûts d'opératoire, des OPEX qui sont très faibles. Donc l'exemple de Rion, là, je vous montre un petit peu les différentes étapes. Vous aurez à disposition les slides, donc je ne vais pas tout vous décrire, mais vous voyez un peu l'étendue de ce réseau. Donc aujourd'hui, en fait, ça date fin des années 80, il y a eu la volonté de faire ce réseau géothermique. Donc on est dans la région de Bâle, hein, à la frontière allemande, donc pas très loin aussi du projet de Bâle qui a été un échec dans les années 2000. Et puis ici, c'est parti avant, il y a eu des forages qui ont été faits à 1500 mètres à peu près, et puis on a pu faire développer un réseau thermique à majorité géothermique dès le début des années 90. Vous voyez qu'il y a eu la mise en service en 94, donc ça fait plus de 25 ans que ça tourne, avec un développement du réseau petit à petit, et un couplage avec différents autres réseaux alentours pour faire un assez grand réseau maintenant, avec une stratégie de densification. Et désormais, en fait, la géothermie, comme le réseau s'est beaucoup étendu, en fait, la géothermie ne représente plus qu'un faible pourcentage du mix énergétique que je vous montrerai tout à l'heure. Et du coup, il y a un nouveau projet qui s'appelle Géo2 Rion pour faire un deuxième doublet pour permettre de justement, donc il y a une phase de prospection dans un premier temps, mais qui va permettre justement de réaugmenter le pourcentage ou le taux de pénétration de la géothermie dans le CAD. Donc le principe de cette géothermie, c'est comme c'est une énergie de ruban, effectivement on essaye de l'utiliser telle qu'une énergie de ruban. Donc en termes de fonctionnement, vous avez voilà, un puits producteur avec de l'eau chaude, des échangeurs géothermiques. Dans le cas de Rion, il y a aussi une pompe à chaleur que je vous montrerai en plus en détail après. Puis ensuite, on réinjecte à peu près 1 ou 2 km l'eau qui est refroidie
via le puits injecteur. Vous voyez qu'il y a des compléments. Dans le cas de Rion, il y a des couplages chaleur-force, des chaudières et puis une connexion aussi au réseau thermique de Bâle qui permettent de faire l'appoint. Aujourd'hui, en fait, la géothermie ne représente plus que 20% ou 25% de l'énergie du réseau, étant donné qu'il s'est beaucoup étendu. Et puis, vous voyez que ce réseau, maintenant, il représente aujourd'hui à peu près 50 mégawatts, 55-60 gigawattheures, et puis une densité qui est relativement faible parce que c'est un réseau quand même dans une ville qui est relativement étendue. Rion, c'est des petits immeubles de 3 étages, donc c'est pas non plus le centre-ville de Bâle ni le centre-ville de Zurich ou de Genève. Donc on voit qu'il y a beaucoup de sous-stations et que cette densité, en fait, vous le verrez après dans le bilan économique, en fait, elle est pas très favorable en termes économiques, même si c'est un succès, puis que ce réseau, il existe depuis 30 ans quand même. Et il a été fait, et il existe maintenant depuis 30 ans. Donc, je vous montre une particularité qui a été faite à Rion et qui est très intéressante, qui était une grande innovation pour l'époque. C'était par rapport aussi au projet qui se faisait dans le bassin parisien ou ailleurs. Donc, en fait, c'est ce qu'on appelle le super cooling. Donc là, vous avez en fait un double échange, si vous voulez, pour refroidir de manière plus importante l'eau géothermale, ce qui permet en fait d'avoir plus de puissance géothermale grâce aux pompes à chaleur. Donc la pompe à chaleur, elle a un double effet. Elle va d'un côté refroidir l'eau géothermale et de l'autre réchauffer le réseau. Donc vous voyez ici, vous avez l'eau géothermale qui passe d'abord dans un échangeur primaire, qui perd ses 10 degrés. Pendant ce temps, on échange, on réchauffe le retour du réseau, ici. Et puis ensuite, vous avez ce flux qui va passer après, il y a un échange avec l'évaporateur de la PAC pour réinjecter à une température de 40 ou 30 degrés. Et puis en même temps, on va justement encore rehausser la température pour aboutir à 70-75 degrés, qui sont les températures de ce réseau en été. Après, en hiver, on peut monter jusqu'à 85-90 degrés. Donc là, c'est pas dessiné dans le schéma, mais en fait, on a des chaudières. C'est pour ça qu'on a aussi des chaudières à glace et des couplages chaleur-force qui permettent de remonter encore ce niveau de température. Donc, on voit que le niveau de température, il est très important dans un projet comme ça, parce que selon la profondeur où on va chercher la ressource géothermique, on a plus ou moins de température. Ici, on est à 66 degrés parce qu'on est à peu près à 1500 mètres. En général, on considère qu'on a à peu près 30 à 35 degrés par kilomètre sur le plateau suisse. Et puis, en partant de la température de l'air de 10 degrés. Donc, si vous êtes à 2000 mètres, vous allez trouver à peu près 70 degrés, à peu près 70 à 80 degrés. Si vous êtes à 1000 mètres, vous allez plutôt trouver du 45 degrés. Donc pour les ordres de grandeur, voilà un petit peu. Donc effectivement, quand on arrive à taper à 2000 mètres à du 70-80 degrés, l'avantage c'est qu'on peut, en théorie, se passer de cette pompe à chaleur pour justement, si on a des réseaux qui sont à 70-80 degrés. Là, dans ce cas-là, ils ont mis la pompe à chaleur, ça permet aussi de mieux valoriser cette ressource, comme je vous le disais, en faisant ce super cooling. Donc vous voyez, en termes de complémentarité aussi entre les différentes ressources, la géothermie n'est pas toute seule, donc c'est pas non plus, on ne va pas dimensionner un réseau, en tout cas on n'est pas en état avec la technologie actuelle, enfin pas avec la technologie actuelle, mais avec les coûts actuels des réseaux, on ne va pas dimensionner un réseau 100% géothermie, bien entendu, parce qu'en fait les coûts quand même des puits, des forages sont relativement importants, donc on va plutôt dimensionner le réseau pour qu'il puisse faire ce ruban. Donc vous voyez là avec des données d'énergie mensuelle, c'est des données qui datent un petit peu, il y a eu quelques changements depuis, mais ça a été fait dans le cadre d'un travail de master que j'avais suivi à l'époque à l'Uni de Genève. Et vous voyez en gros qu'on a un ruban de géothermie en vert pratiquement toute l'année. Puis ensuite, on empile les différentes ressources. Donc on a d'abord ensuite les couplages chaleur-force parce qu'on produit l'électricité. Puis ensuite, après, on a les chaudières d'appoint. Vous voyez qu'il y avait encore une chaudière biomasse à l'époque qui a été démantelée depuis. Maintenant, il y a aussi une connexion avec le réseau, le CAD de IVB, donc le grand CAD bâlois, qui est aussi sur l'incinérateur de Bâle. Donc on voit ici qui commençait, en fait, ça c'était le début du CAD bâlois à l'époque. Donc ça a permis quand même, vous voyez, pour les ordres de grandeur, en gros, la géothermie, elle permet d'économiser 5000 tonnes de CO2 par année, à peu près, ce qui est quand même très important. Donc là, vous voyez, je vais peut-être juste passer, voilà, je vais peut-être juste passer comme ça, voilà. Ici, vous voyez l'enjeu
la température sur un cadre, enfin l'enjeu de la température des cadres quand on veut injecter de la géothermie, mais pas seulement, on l'avait aussi avec le solaire. Vous avez différentes typologies. Donc ici, on a soit la source de chaleur, la géothermie, qui est plus élevée que la température allée. Donc ça, on est dans le cas super intéressant où on n'a pas besoin de pompe à chaleur, puis on peut injecter directement avec l'échange de chaleur, on peut directement avoir la température du CAD, et puis ce qui permet d'être à 100% avec de la géothermie, en tout cas pendant certaines périodes de l'année. Et puis ici, on est plutôt dans un cas intermédiaire qui correspond au cas de Rion, où en fait on a la température de la ressource qui est entre la température aller et retour. Donc on a une partie qui peut être faite en direct et une partie qui peut être faite aussi par pompe à chaleur. Puis ici, on a le cas où la ressource elle est trop faible, par exemple à 40-45 degrés, et là on est obligé d'avoir une pompe à chaleur et donc quand même un input d'électricité plus important pour avoir une température qui corresponde au CAD. Donc on voit qu'à Rion, en fait, on est un peu entre les deux. On est dans cette version intermédiaire où on a un réseau qui est entre 70-90 à l'aller entre l'été et l'hiver et 55 en retour, en tout cas au niveau contractuel. Puis la géothermie, on est un peu près au milieu. Le fait d'ajouter la pompe à chaleur, ça permet encore de surbaisser, justement, de mieux utiliser la géothermie, comme je l'ai précisé tout à l'heure. Donc ça, c'est un enjeu important, ces températures sur le réseau. Donc si on regarde au niveau des investissements dans ce CAD Rion, alors ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a un CAD basse densité, donc vous voyez qu'en fait la géothermie n'a pas, entre guillemets, pas coûté si cher que ça, parce que des fois on pense que la géothermie c'est énormément d'investissement. Oui, c'est beaucoup d'investissement par rapport à des centrales, des chaudières à gaz ou d'autres types ou même des chaudières à bois. Mais par contre, par rapport au réseau, c'est pas forcément beaucoup plus. Vous voyez ici qu'on a quand même la moitié de l'investissement correspond à l'investissement dans le réseau, puis un quart pour la géothermie, le dernier quart pour les autres centrales, dont les CCF et puis les chaudières, etc. Mais vous voyez que en gros, on a quand même, alors là, on est dans un réseau qui est assez basse densité, donc on a dû quelque part surinvestir dans le réseau, et donc on est dans un cas où on n'est pas extrêmement favorable par rapport à d'autres cas. Par exemple, aujourd'hui, si on va mettre cette géothermie sur des réseaux existants qui sont à plus haute densité, là ce serait beaucoup plus intéressant parce qu'on n'a pas besoin justement d'investir pour ce réseau. Vous voyez que les subventions ont quand même été conséquentes, à peu près 25% du total des investissements. Ça, c'est pour l'exemple de Rion. Donc Rion, pour vous faire une petite synthèse rapide, c'est une ressource géothermale qui est correcte, dans le sens que on n'est que à 1500 mètres et on n'a que 25 litres seconde, parce que par exemple dans le bassin parisien, en fait, eux, ils ont plutôt du 80 litres seconde, 70 ou bassin munichois aussi, donc parce qu'ils ont une ressource qui est plus, ou en tout cas, ils ont plus d'expérience et ils ont réussi à trouver des ressources qui sont plus intéressantes. Donc évidemment, quand vous avez 3 fois plus de débit, ça veut dire concrètement, vous avez 3 fois plus de puissance théorique, donc c'est extrêmement important. En fait, c'est aujourd'hui, c'est un des gros enjeux de la géothermie, c'est de faire des forages où on a un débit qui est suffisant ou qui est conséquent, on va dire, pour que ce soit rentable. Donc ça, et puis aujourd'hui, on a une méconnaissance de notre sous-sol qui ne permet pas forcément d'assurer qu'on va faire un projet puis qu'on va avoir le jackpot tout de suite. Mais on fait beaucoup de recherches et justement, on fait des forages maintenant en espérant trouver des bons débits. Techniquement, donc il y a aussi une grande optimisation avec cet aspect de pompe à chaleur qui va permettre d'accroître le delta T et mieux valoriser la géothermie. Donc je l'ai dit aussi, un fort soutien politique avec des grosses subventions. Et puis un coût du kilowattheure qui est plutôt élevé, mais qui est lié à la fois parce qu'il y a un réseau peu dense et puis des investissements qui sont conséquents. Donc le coût du kilowattheure, l'ordre de grandeur, c'est 18 centimes par kilowattheure. C'est pas 16-18. C'est pas non plus la fin du monde, hein. C'est quand même des coûts qu'on retrouve souvent maintenant, même dans des petits chauffages à distance au bois. Mais voilà, c'est pas les coûts, c'est pas les 11-12 centimes des grands CAD des villes. Encore quelques mots sur le bassin parisien. Je vous montre ça quand même, donc je vais très vite. Là, je vous montre pas des exemples spécifiques, mais c'est juste pour vous dire que quand même, justement, dans certaines régions comme le bassin parisien, il y a une très bonne ressource. Vous voyez ici qui est plutôt chaude, à peu près à 2000 mètres. Vous voyez les températures qui vont jusqu'à 70-80 degrés. Et puis ce qui est, disons, chanceux, c'est que c'est une très bonne ressource qui est sous
une des plus grandes villes d'Europe. Donc évidemment, c'est très intéressant pour coupler cette ressource avec la densité thermique qui est très importante. Et c'est ce qu'ils ont fait depuis les années 70. Et vous voyez sur le schéma de droite qu'il y a plus de 40 installations qui sont aujourd'hui en fonctionnement. Il y en a même 49 là selon ce schéma. Et vous voyez que ça couvre plus de 500 000 habitants, à peu près 1,5 TWh de chauffage à distance géothermique. Donc c'est extrêmement conséquent. Donc ça, c'est un petit peu quelque part, si vous voulez, cette image-là, 50 ans après le début, c'est un petit peu ce qu'on aimerait avoir dans 30 à 40 ans en Suisse. Donc c'est ça l'objectif aussi un peu de géothermie suisse, de mettre en avant cette géothermie de moyenne profondeur qui permettrait justement de se retrouver ou avec 50 installations dans 3 décennies. Alors, les paramètres clés du succès là, pour développer ces cadres géothermiques, donc il y a toujours un aspect de ressources, si vous voulez. Donc, il y a vraiment cet aspect de prospection géologique, géothermique pour avoir une température. La température, elle est relativement assurée avec la profondeur, avec ses 30-35 degrés par kilomètre. L'enjeu, c'est vraiment d'avoir un débit suffisant. Et puis après, dans les autres contraintes, vous avez évidemment les coûts financiers qui sont relativement importants. En fait, il y a beaucoup de CAPEX dans ces projets. Donc, ça veut dire qu'il faut avoir les reins solides pour investir et puis avoir aussi investi du capital risque, beaucoup. Donc ça, je vous montrerai juste une slide après sur aussi les subventions confédérales. Et puis après, évidemment, il faut avoir quelques choix techniques, notamment est-ce qu'on met une pompe à chaleur ou pas. Donc, il faut avoir, selon la température qu'on vise, on va mettre une pompe à chaleur ou pas. On va avoir aussi un mix avec d'autres ressources. Par exemple, ça peut être du gaz, mais ça peut être aussi du biogaz ou bien du bois ou d'autres ressources à la haute température. Et puis après, il y a tout ça, vous connaissez, tout le plan de développement du chauffage distance et puis la compétitivité pour avoir un prix de vente intéressant. Donc, la géothermie, c'est beaucoup de CAPEX, mais c'est très peu d'OPEX. Donc après, vous avez par exemple, un exemple que je montre dans un cours qu'on fait avec Géothermie Suisse sur les cadres géothermiques, d'ailleurs qui aura lieu au début décembre de cette année. Je vous invite à vous inscrire si ça vous intéresse. On montre un exemple à Paris où maintenant, en fait, ils vendent la chaleur à 4 centimes le kilowattheure. 4 centimes d'euros. Mais parce qu'ils ont construit le réseau dans les années 80 avec la géothermie. Et puis en fait, ils ont juste dû faire des travaux de réfection des puits, mais qui coûtaient 10 ou 20% de ce qu'ils ont investi dans les années 80. Et puis ça leur permet d'avoir des coûts qui sont extrêmement bas parce que les coûts opératoires sont faibles et ils ont 70% de la géothermie dans le réseau. Ici, la dernière phrase, c'est important, c'est de dire qu'aujourd'hui, en fait, si on arrive à connecter la géothermie sur des réseaux de chaleur existants, c'est beaucoup plus intéressant parce qu'effectivement, on évite de faire comme Rion, où on doit à la fois développer le réseau et à la fois développer les puits de géothermie. Donc maintenant, un petit peu quelques gros ordres de grandeur de combien coûte un projet en Suisse. Donc on sait ici, quand on est dans la géothermie de faible profondeur, pour des champs de sonde ou bien des géothermies sur nappe, on voit, je vous ai mis quelques chiffres ici, vous voyez les ordres de grandeur, on parle de quelques centaines de milliers de francs pour des champs de sonde moyens, on va dire. Quand on a des très gros champs de sonde, ça peut aller jusqu'à 2 ou 3 millions de francs, on parle de quelques millions. Par contre, effectivement, quand on est sur la géothermie moyenne profondeur, même à 1000 mètres, ce qui n'est pas grand-chose, entre guillemets, parce qu'on n'a que du 45 degrés, en fait, si on aimerait plutôt aller à 2000-2500 mètres pour avoir du 80 degrés, et puis là, on parle tout de suite de plusieurs dizaines de millions, enfin de 10, 20, 25 millions de francs, c'est vite, ça peut être vite très, très coûteux. Donc vous voyez un exemple quand même sur des coûts d'investissement. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que l'État, la Confédération subventionne partiellement des investissements à risque. Donc vous voyez un exemple ici, par exemple, d'un doublet à 2500 mètres qui coûterait à peu près 26 millions. On peut espérer 10 millions de subventions fédérales parce qu'en fait, sur ces investissements à risque, ils subventionnent jusqu'à 60% de cet investissement sur le projet. Et la même chose ici, vous voyez que sur un projet à 1000 mètres de profondeur, l'investissement risque est un peu plus faible proportionnellement à la totalité des investissements, mais vous pouvez quand même avoir presque un tiers des invests, entre 3 millions sur 10, qui peuvent être subventionnés grâce au programme de la Confédération. Donc maintenant, Géothermie Suisse a fait une sorte de feuille de route
où vous trouverez, je vous ai mis la référence en bas de la feuille de route un peu plus détaillée de quelques pages, avec l'idée que d'ici 2050, on aimerait couvrir 25% de la chaleur avec cette géothermie, notamment avec cette géothermie moyenne profondeur. Donc vous voyez ici, vous avez la consommation de chaleur, l'objectif, disons, de la stratégie énergétique 2050, qui serait une consommation de chaleur de 70 TWh par année. Hein, donc il y a l'industrie dedans, il y a le chauffage, l'eau chaude sanitaire, l'industrie. Et puis dans ces 70, en fait, l'idée c'est qu'on espère avoir jusqu'à 1/3 de chauffage distance, en bleu ici, et puis on espère pouvoir couvrir, vous voyez, à peu près 25% de chauffage distance avec la moyenne profondeur, et puis 25%, et puis il y a une part de la faible profondeur, donc ça c'est les pompes à chaleur sur sonde classiques, qui aujourd'hui sont à 4,5 TWh, donc on espère doubler encore la production via les champs de sonde et les nappes. Donc vous avez quelques-uns de ces chiffres un peu synthétiques justement sur cette vision 2050. Donc ça veut dire, vous voyez aussi un chiffre qui est quand même relativement conséquent, c'est de dire, voilà, ça pourrait dire de l'ordre de grandeur 250 installations géothermiques de moyenne profondeur d'ici 2050. Donc c'est vraiment énorme. Mais ça ne veut pas dire que c'est impossible, parce que quelque part, si une fois que ça part et que ça commence à bien fonctionner et qu'il y a une habitude, aujourd'hui, il y a beaucoup de subventions, il y a beaucoup de porteurs de projets qui se lancent là-dedans, et s'il y a 2-3 succès, ça va permettre aussi d'avoir une montée en puissance, et on espère d'avoir plusieurs projets par année qui se réalisent dès les prochaines années. Donc voilà, je finis avec ça un peu sur ces enjeux et ces limites de la géothermie de moyenne profondeur. Vous avez justement ici ces différents soutiens en fait qui sont il y a différents moyens de soutien, mais en vert vous avez des moyens de soutien des cantons qui sont à la fois pour les réseaux en surface et puis pour les sondes ou les nappes. Et puis après, vous avez des soutiens fédéraux qui sont à la fois via la loi sur le CO2 pour ce qui est de production de chaleur et la loi sur l'énergie pour ce qui est de la production électrique. Donc après, vous pouvez choisir en fonction de la profondeur si vous voulez ou pas faire de l'électricité. Et puis, il y a des subventions à la fois pour la prospection. Donc ça veut dire c'est pour aller découvrir cette ressource, voir comment cette ressource, quelle est la qualité de cette ressource. Donc ça veut pas forcément dire faire des forages, mais ça peut vouloir dire faire par exemple de la sismique 3D ou des choses comme ça, pour mieux évaluer quelle est la géologie du sous-sol. Et puis après, vous avez la partie plutôt mise en valeur, où là, c'est un projet où vous voulez aller forer et puis trouver de l'eau pour avoir avec injection dans un réseau thermique. Vous voyez aussi qu'ici, il y a les besoins thermiques de la Suisse là, actuelle, qui est disponible sur les cartes de Suisse Topo. Vous voyez qu'il y a en fait 75% des besoins qui sont dans les villes. Et l'objectif, c'est clair qu'aujourd'hui, on veut à la fois développer la géothermie, mais aussi développer les chauffages distance pour pouvoir injecter et distribuer cette géothermie à un maximum d'immeubles. Un des enjeux, je l'ai expliqué, je pense, c'est la baisse de la température des réseaux. Et puis, ça, je pense qu'en plus, Laure a expliqué qu'il y aurait aussi un séminaire là-dessus cet automne. Et puis après, il y a la complexité quand même aujourd'hui des projets et la durée, parce que effectivement, entre le moment où on commence à faire j'ai mis 5 à 10 ans, mais je suis encore presque optimiste. Hein. Donc ça, c'est un peu la difficulté en Suisse aussi, quand on a des gros projets comme ça, d'avancer relativement vite. Mais par contre, après, ça peut être très intéressant. Et puis l'acceptabilité sociale, avec toujours cette confusion entre la géothermie moyenne profondeur, on va chercher de l'eau, et la géothermie grande profondeur, on veut fracturer la roche, où là, il y a des fois des incompréhensions, il faut toujours prendre du temps pour bien expliquer les choses. Et puis, après, voilà, c'est ce que j'ai mis à la fin, je pense, comme conclusion, c'est de dire, aujourd'hui, on a besoin de projets qui marchent, comme Rion. Rion fonctionne depuis 25 ans, mais maintenant, il faut des nouveaux projets qui fonctionnent. Donc, il y en a 3 que j'ai cités qui sont où ils vont forer tout prochainement. Donc, il y a le projet AGEP à Lavey, les Bains. Il y a le projet NRGO à Vinzel vers Gland. Et puis, il y a des projets, deux projets SIG à Genève aussi. Donc, on espère, en tout cas, AGEP et NRGO, entre 2021 et 2022, on aura des premiers résultats d'ici une année où on espère qu'ils seront positifs et qu'ils pourront aller de l'avant pour développer cette énergie géothermique. Voilà. Je vous remercie de votre attention, vu que je vois personne, mais j'espère que vous l'avez tous bien suivi.
Et puis je peux encore partager si jamais s'il y a des questions, je repartage mon écran. On a juste une question dans le chat. Y a-t-il suffisamment d'acteurs de la géothermie en Suisse pour atteindre les objectifs de 250 installations en 2050? Ben, aujourd'hui, non, mais le but, c'est justement c'est de développer ce marché, quoi. Non, clairement, aujourd'hui, il y a pas, il y a des acteurs, mais il n'y en a pas encore assez. Mais aujourd'hui, il faut développer ce marché. Après, nous, notre entreprise, elle se développe beaucoup dans ce domaine. On a de la peine à suivre, mais c'est clair qu'il faut qu'il y ait d'autres entreprises qui s'y mettent aussi, qui prennent des risques et puis qui se mettent dans ce marché. Mais aujourd'hui, il y a un gros marché qui est en train de s'ouvrir. Et il y a quand même après un des gros problèmes que je disais avant, c'est comme c'est des projets assez longs avec des capex élevés. Bah, aujourd'hui, c'est beaucoup des services industriels ou bien des entités semi-publiques qui partent sur des qui ont des projets de prospection, des projets de valorisation de la géothermie. Mais effectivement, après, il faut qu'on développe ce marché pour qu'il y ait plus en plus de monde qui puisse s'y intégrer. Ok, puis après on a une deuxième question. Pour un forage à moyenne profondeur, même après la prise en charge de l'OFEN, le risque financier pour un investisseur reste élevé, trop élevé. Bah, c'est un peu le souci qu'on a aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi tous des programmes il y a des programmes de prospection dans plusieurs zones. Donc après, aujourd'hui, c'est important de faire ce qu'on appelle de la sismique ou bien de 2D, 3D pour un peu mieux évaluer la potentialité de la ressource. Puis quand on fore, qu'on ait du succès. Donc après, effectivement, ça c'est le travail justement des géologues et des hydrogéologues pour un petit peu évaluer au plus juste où est cette ressource, mais c'est sûr que ça reste des projets risqués. Et puis en fait, on a le défaut, si vous voulez, ou le défaut par rapport au bassin parisien, par exemple, eux, ils avaient en fait toute une histoire pétrolière, de prospection pétrolière, où ils avaient des données du sous-sol. Et en fait, en Suisse, aujourd'hui, on est très pauvre en données du sous-sol. C'est pour ça d'ailleurs que tous les forages qui sont faits, maintenant, ils vont être publics au bout d'un certain nombre d'années, parce que Suisse Topo veut essayer de favoriser justement le développement de la géothermie à travers la publication de ces données. Donc voilà, aujourd'hui, on n'a pas de... Ça reste des projets risqués, et puis la Confédération finance jusqu'à 60% de ces projets, mais c'est clair qu'il vous reste les 40% à financer et qu'il y a un risque d'échec qui est non négligeable. Mais qu'on peut essayer de limiter avec justement des bonnes une prospection avant le forage. En fait, quand on est au forage, par exemple pour Vinzel ou Lavey, eux, ça fait déjà plus de 10 ans en fait qu'ils travaillent sur ces projets. Donc en fait, c'est des projets qui ont déjà eu beaucoup d'expérience, où il y a eu des recherches, où on a fait de la sismique, on essaie de comprendre pour positionner le projet, le forage à l'endroit où on espère vraiment avoir un succès. Le succès aussi, c'est que souvent, juste par rapport à ça, on a souvent, en fait, il y a de bonnes chances d'avoir de l'eau tiède. La question, c'est quel débit on va vraiment avoir. Et puis ça c'est un peu le souci qu'on a, c'est qu'on n'est pas toujours très sûr du réservoir, de la qualité du réservoir, et puis qu'on va pouvoir soutirer vraiment à moyen long terme quand on va faire ce forage, quoi.